druide informatique, créateur d'Antidote, s'associe à l'AAAO, à l'UQO et à Coiffure et Esthétique Beauregard dans la diffusion de cette émission. Nous vivons dans une société du savoir où beaucoup d'informations doivent être traitées afin de se débrouiller comme citoyen, de bien participer à la vie citoyenne, que ce soit de la lecture, de la compréhension de chiffres sur différentes plateformes numériques, dans les médias, les réseaux sociaux. Mais ça pose parfois des défis et pour certains, ça pose plusieurs défis. Aujourd'hui, on parle littératie et inclusion. Et tout d'abord, je vous présente Fanny Lachambre, une citoyenne engagée qui participe à titre d'artiste et de citoyenne à différentes activités. Bonjour Fanny. Bonjour Mélanie. Et peux-tu nous présenter un peu quel genre de pratique artistique tu as? Je suis d'abord auteure, slameuse et poète. Donc, je passe principalement par le slam pour manifester mes croyances et à quel point c'est important pour moi, l'humanité, l'être humain. Donc, les sujets qui t'intéressent le plus dans ta pratique? L'inclusion sociale, l'acceptation des différences, l'unification des communautés. Puis, est-ce que tu as, comme tu es très active dans la communauté, as-tu observé des tendances particulières en Outaouais ou des défis qui se posent aux citoyens? Je vous dirais que la coupure par les classes, c'est certain, on reviendra toujours. L'argent fait une différence. Être pauvre, être en classe modeste, être de classe aisée, fait en sorte que ça, même culturellement parlant, définit des classes dans lesquelles les gens s'auto-excluent ou sont jetés dans l'exclusion sociale, malheureusement. Donc, c'est quelque chose qui te dérange? C'est un défi particulier, oui, à dépasser ça. Mais, heureusement, on a des organismes, certains organismes communautaires qui œuvrent à défaire un peu ces barrières-là à travers notre communauté. Est-ce que tu arrives à faire le pont entre la création puis ton implication dans les organismes, justement, pour dépasser cette exclusion-là? Je dirais que oui, beaucoup, en m'impliquant dans les différents organismes, soit en leur offrant des prestations gratuites pour des collectes de fonds, ou en mettant à profit mon besoin et mon don, mon intérêt, je dirais, particulier à unir la culture et le communautaire comme étant un outil de développement, d'unification et d'inclusion sociale. Donc, tu parles d'inclusion. En particulier, quelqu'un qui a de la difficulté à s'inclure, qu'est-ce qu'il vit? C'est quoi que tu as remarqué dans ce que tu côtoies? Beaucoup, c'est le rejet, c'est l'auto-jugement. Quand on parle d'exclusion sociale, on parle de gens qui deviennent fragilisés parce qu'ils ont une certaine perte d'identité, sentiment d'appartenance qui n'est plus non plus, qui ne fait plus partie intégrante d'eux. Donc, bien entendu, quand on parle d'inclusion sociale, on parle d'abord de s'inclure soi-même en tant que personne, qu'individu, pour pouvoir s'inclure dans sa famille, pour pouvoir s'inclure dans notre quartier, s'inclure dans notre ville. Et souvent, quand on vit l'exclusion sociale, on en vient qu'à ne plus s'inclure même. On ne trouve plus le chemin ni vers les autres, ni vers soi, finalement. Ni vers soi, exactement. Et ça, on le constate avec des gens qui sont aisés et des gens qui sont appauvris. C'est dans toutes les classes. C'est pas seulement dans les milieux modestes ou fragilisés. Donc, il y a des ressources qui existent, mais c'est pas toujours facile pour eux d'y avoir accès à ces gens-là qui se sentent en exclusion. Donc, il y a des défis pour l'accès aux ressources, ça se peut-tu? Il y a des défis pour l'accès aux ressources qui sont d'abord de soi-même parce que il faut accepter de se réinclure. Donc, souvent, ces individus-là, il faut aller les chercher, il faut leur proposer des outils pour qu'ils puissent avoir envie de dire, peut-être que je ferai un pas en dehors de chez moi, en dehors de ma coquille. Bien, des outils adaptés à eux, en fait, je pense que c'est la base des recherches en littératie et inclusion. Puis justement, je vais inviter une chercheure pour nous en parler et on se revoit après pour parler de tes projets, d'accord? Parfait. Je vous remercie beaucoup. Julie Ruel, tu es co-titulaire de la chaire de recherche
en littératie et inclusion. Et donc, tu t'intéresses à l'inclusion, mais aussi particulièrement à la littératie. Mais qu'est-ce que c'est au juste la littératie? Peux-tu nous l'expliquer? Ça, c'est un grand mot pour finalement dire la capacité de comprendre, de s'exprimer par rapport à de l'information. Et l'information peut être de tout ordre, hein. Elle peut être écrite, elle peut être orale. Et c'est surtout l'objectif premier au niveau de la littératie, c'est d'être capable d'être un citoyen à part entière. Donc, pour être une citoyenne à part entière, je dois être capable de comprendre le monde dans lequel je vis. Et la littératie m'aide à Donc, faire on ça. ne parle pas de littérature, là, on parle de vraiment pouvoir comprendre l'information. Oui. En tant que Et telle. l'information, ça peut être de l'information, comme je le disais, qui peut être orale, qui peut être écrite. Ça peut être de l'information même qui peut être présentée sur le plan des images. Alors, comment je suis capable de saisir l'information comme personne dans le monde qui m'entoure, être capable d'utiliser, être capable de la comprendre, pour être capable de l'utiliser dans mon quotidien. De participer à la vie, finalement, puis de prendre mon soin de nous quotidien, oui. dans le quotidien. Oui. OK. Donc, pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus? Il me semble qu'on en parle de plus en plus souvent. Pourquoi il faut se préoccuper de ça? Bien, c'est parce qu'on a eu des statistiques qui sont apparues comme ça et qui ont été diffusées. Il y a eu une enquête qui a été menée, qui est menée à peu près aux 10 ans par l'OCDE, et les derniers résultats qui sont parus en 2013 montrent qu'il y a à peu près 53% de la population de 16 à 65 ans, population québécoise, qui n'aurait pas des compétences suffisantes pour vraiment participer à notre monde moderne. 53 53 de 16 à 65 ans. Et ce qu'on sait, puis là, c'est pas une bonne nouvelle pour des personnes de mon âge, c'est qu'à partir de 46 ans, les compétences, il y a comme une chute assez importante. Et ce qu'on sait, c'est que les personnes de 65 ans et plus, pour une très grande majorité, leurs compétences sont beaucoup plus faibles en littératie. À cause de notre monde qui évolue, des nouveaux mots, des nouveaux termes, des nouvelles réalités. Et si on laisse aller assez rapidement, bien, on devient un peu décalé. Mais on pense souvent à l'informatique quand on pense à ça. Entre autres. L'informatique est importante, mais aussi, il y a beaucoup de contextes dans notre vie de tous les jours. Je vais à l'épicerie, je veux comprendre l'étiquette. Disons que j'ai un problème de diabète. Ouais. Okay, ben, je veux comprendre l'étiquette pour savoir ce que c'est du bon sucre, pas bon sucre, est-ce que je dois en prendre et comment il se présente, que ce soit quand je prends un médicament ou on me donne une prescription. Je dois la comprendre si je veux bien l'utiliser. Si je ne veux pas même avoir des problèmes de santé liés au fait que je prends un médicament qui est supposé de me guérir. Alors, on a dans plusieurs contextes. Puis est-ce que les fabricants pour la nourriture, tout ça, sont sensibilisés à ça? Est-ce qu'ils font attention à ça? Je crois que de plus en plus, oui. Mais c'est pour ça qu'on continue les travaux de sensibilisation pour que ça devienne un peu plus encadré. Si on regarde l'accessibilité universelle, bon... Qu'est-ce que c'est au juste? Bon, quand il y a eu des politiques d'accessibilité universelle, par exemple, pour les personnes qui avaient une mobilité réduite, ou les personnes qui étaient en chaise roulante. Les rampes pour des entrer rampes dans les d'accès. édifices. Donc, il y a eu des stratégies qui ont été mises, puis là, les gens ils ont comme une obligation morale, si ce n'est pas légal, de s'assurer quand ils construisent quelque chose, ils le rendent accessible à tous. La façon dont nous, on fait la promotion actuellement au niveau de la littératie, c'est qu'on devrait avoir la même perspective, le même intérêt à développer du matériel d'information qui devrait être accessible au plus de gens possible. Donc, s'assurer que les pharmaciens, que les concepteurs de médicaments, que les concepteurs de produits de tout ordre soient sensibilisés au fait qu'ils doivent rendre plus accessible l'information au public, considérant le taux élevé de personnes qui n'ont pas de compétences en littératie. C'est monsieur, madame, tout le monde, là. Donc, c'est des gens qui ne peuvent même pas utiliser ces ressources-là ou les produits parce qu'ils n'ont pas les capacités ou ils n'ont pas l'information que ça leur prend pour les comprendre. C'est qu'il peut y avoir un volet pour certaines personnes, ils peuvent en comprendre une partie. Peut-être peuvent le lire, mais entre le lire, le saisir et l'appliquer, il y a toujours un volet qui est supplémentaire au niveau des compétences requises. Donc, parfois, c'est aussi du jargon. Si on essaie de lire quelque chose, c'est pas parce que la personne n'est pas capable,
C'est juste que la façon dont est présentée l'information est plus ou moins accessible. Donc, tu tenais moins compte du public cible, des gens qui vont recevoir l'information. Tout à Donc, fait. une réflexion tout le temps qui est proche du consommateur, du citoyen ou de celui qui va utiliser le produit. C'est dans ce sens-là qu'on doit, en tout cas, je me donne comme mission, très humble, à toutes les possibilités où je peux apporter cette information-là, où je peux apporter cet objectif de rendre un plus grand accès à l'information, j'essaie de développer le plus d'occasions possibles pour le faire. C'est ce qui guide un peu ta recherche comme chercheur puis comme membre des communautés? Oui, et c'est ce qui fait qu'on a développé une chaire de recherche aussi, qui était très content d'être soutenue pour favoriser justement qu'on développe le plus d'outils possibles, le plus de connaissances pour soutenir les milieux. Parce que ce virage-là, si on regarde l'exemple de l'architecture, quand il a fallu faire des rampes, au départ, les gens n'avaient pas l'expertise, la compétence de le faire. Donc, il y a eu besoin d'avoir plusieurs experts de différents domaines, donc interdisciplinaires, comme la chaire de recherche, la chaire interdisciplinaire de recherche en littératie et inclusion. Donc, interdisciplinaire, c'est important ici. Ici, c'est très important parce qu'on joue autant sur le plan de l'image, on joue autant sur le plan de comment accéder à l'information, comment ça peut être même sur le plan financier, comment accéder à comprendre notre propre projet financier ou pour avancer dans la vie. On a beaucoup d'objets en santé, donc c'est un des volets de la chaire. Mais justement, qui s'est associé pour créer la chaire? On a des gens qui sont en département des sciences de l'éducation, on a des gens qui sont au niveau des départements des sciences de la santé, au niveau de la rédaction, à cause de toute l'information et même sur le plan numérique. On avait des gens de l'école multidisciplinaire de l'image. On avait quelqu'un aussi au niveau des finances. Alors, pour avoir tous ces volets-là, et c'était des gens qui étaient tous intéressés à rendre les environnements plus accessibles, plus ouverts, plus inclusifs aux personnes qui ont plus de défis sur le plan de l'inclusion. Et quand on parle de défis, c'est pas nécessairement des gens qui sont analphabètes, qui peuvent pas lire. Là. Moi, je peux avoir un niveau de littératie qui est moins élevé dans un domaine, par exemple, financier, par rapport à un autre domaine. Là. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que dans le fond, on n'est pas fait en un bloc comme individu. Donc, il y a des domaines sur lesquels on maîtrise davantage que d'autres. C'est certain qu'il y a des personnes qui, au départ, ont eu peut-être moins la chance d'apprendre à l'école. C'est sûr que d'être capable de lire, capable d'écrire, ça facilite l'acquisition des connaissances, l'acquisition de l'information. Mais ce n'est pas l'unique élément. Donc, il y a tous les contextes de vie, les situations dans lesquelles on va utiliser l'information qui vont faire que, selon la situation, peut-être que d'un domaine, je suis plus performante, compétente que dans un autre domaine. Mais il y a une responsabilité qui incombe au milieu. Une ville qui veut informer ses citoyens, elle doit prendre des moyens pour rendre l'information plus accessible. Et elle doit connaître les citoyens avec qui elle travaille. Puis justement, vous faites des projets en ce sens-là à la chaire de recherche qui incluent les citoyens. Peux-tu me parler un petit peu d'un projet? Oui. Bien, il y a eu des projets qu'on a menés. Bon, c'est sûr que le fait que j'ai travaillé, j'ai œuvré au pavillon du parc avec des personnes qui avaient une déficience intellectuelle ou au trouble du spectre de l'autisme. On a fait un projet où on a développé du matériel avec les personnes. Donc, on avait 4 milieux dans lesquels il y avait des concepteurs. Et avec les personnes, en interaction avec les personnes, ils ont conçu du matériel, ce qui fait qu'il y avait toujours une rétroaction des personnes. Donc, s'ils partaient trop dans une bulle où c'était plus ou moins compréhensible, bien à ce moment-là, les gens disent « on ne comprend pas ». Alors, et on faisait même la validation des images qui pouvaient être utilisées. Donc, c'est un des projets. Donc, comment on comprend les images puis quel impact ça a pour vraiment choisir les bonnes images, que ça fasse du sens. Donc, l'objectif à travers ça, c'est de faire des choses avec les personnes elles-mêmes, le public à qui tu veux t'adresser. À ce moment-là, tu as plus de chances d'avoir du matériel qui va être compris par ce public-là. Donc, c'est une des stratégies qui peut être recommandée. Et on est en train d'en faire un autre sur la littératie financière. Alors, comment des personnes ont accès aux services financiers en sachant qu'actuellement, c'est davantage des services numériques. Donc, en ligne, à l'informatique. À l'informatique. Donc, comment est-ce que c'est un obstacle pour accéder? Donc, si on parle d'inclusion et qu'on crée des obstacles,
Bien là, il faut aller examiner comment on va mieux répondre à ça. Mais je pense que c'est toute une question que les services doivent se poser pour assurer cette accessibilité. Est-ce que ça prend des experts pour pouvoir adapter tout ça ou les milieux peuvent eux-mêmes se former à s'amener à s'ajuster? Je crois personnellement que si on met tout ça dans les mains des experts, ça va coûter très cher aux organisations. Et ça va peut-être un peu trop long Et avant ça va qu'on y être un peu arrive. trop long avant qu'on y arrive. Donc, j'ai beaucoup plus une approche par les petits pas, que je pourrais dire, où avec une sensibilisation, déjà, souvent les personnes sont déjà capables, les concepteurs de matériel, vont être capables déjà de prendre en compte la réalité des personnes à qui ils s'adressent, puis ont déjà ajusté des choses. Donc, je pense que c'est intéressant. Le truc, c'est de travailler ensemble pour co-construire un monde un peu plus accessible. Oui, c'est ça. Si tu veux bien, on va réinviter Fanny, puis on va discuter avec elle. D'accord, Merci beaucoup. Julie, on parlait de co-construire avec le public cible, les citoyens, du contenu qui est adapté à eux. Est-ce que Fanny, toi, ça te parle, cette approche-là? Oui. De quelle façon ça se fait? Parce que si on parle d'inclusion, on parle automatiquement de travailler avec la personne en besoin. Donc, c'est elle qu'il faut aller voir, c'est à elle à nous dire comment elle a besoin d'être abordée, comment elle a besoin de son information, comment elle a besoin d'être émoustillée, aussi stimulée. Mais comment tu t'y prends ou comment on s'y prend dans le milieu de la culture ou un exemple? Un exemple qui récemment va débuter, l'approche va être faite avec le dépanneur Sylvestre pour offrir la possibilité à un participant du Lab qui fait des œuvres d'art, mais c'est une personne qui est fragilisée. Le Lab, c'est un organisme communautaire qui œuvre auprès des jeunes de 17 à 30 ans. Donc, un jeune homme qui est fragilisé et qui sera amené au dépanneur Sylvestre à présenter, lui, comment il travaille la peinture, de quelle façon. Donc, à partager sa passion et c'est lui qui va donner les ateliers, finalement, malgré sa situation. Donc, on va emmener le public et les participants à l'atelier à s'adapter, dans le fond, à lui et à voir comment lui, il procède. Et on va tous assis autour d'une table à peindre selon sa façon. Donc, c'est vraiment de voir les choses autrement plutôt que d'imposer une façon de l'extérieur de l'organisme. On en parlait un peu tantôt. C'est que le milieu s'adapte à l'individu, lui donne sa place. C'est ça. Plus le mot adapter, c'est comme si on fait pour... C'est comme si on se force un peu dans le mot adapter. Mais je comprends la notion, mais c'est vraiment faire une place. C'est que la personne a sa place et c'est de créer des occasions aux personnes de participer, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent. Et c'est un peu ça dans le projet, dans ce que tu dis que vous allez faire. C'est ça que vous faites. C'est la personne, elle a des forces et vous lui créez une occasion d'avoir un espace public où elle vient se développer, elle vient s'exprimer et elle met à contribution ses talents pour toute la communauté. Toute la communauté. Et de la façon dont elle le fait, donc elle partage son information, ses connaissances, de sa façon. Donc, et ça, c'est bien parce que ça crée justement une certaine, comme on disait, c'est pas de l'adaptation, c'est pas ça que c'est. C'est vraiment chacun à sa place. C'est une ouverture, tout le monde en fait. peut exactement travailler ensemble et s'enrichir des différences. Donc, toi, tu travailles plus sur le terrain, ou en tout cas, tu t'impliques plus sur le terrain. Oui. Julie, dans la recherche, concrètement, quand on travaille longtemps dans la théorie ou dans les réflexions, comment ça se transforme après, concrètement, dans le milieu? Notre objectif, en tout cas, au niveau de la chaire, au niveau des travailleurs, au niveau de la chaire et des collaborations qu'on a développées, c'est de travailler avec des milieux spécifiques, comme par exemple avec la ville ici de Gatineau, où on a offert des activités de formation, de sensibilisation, pour savoir comment on est capable de mieux communiquer avec nos citoyens. Donc ça, déjà, on a un guide qu'on avait développé sur la rédaction accessible, qu'on appelait. Donc, un accompagnement qui va oui, rester. c'est ça. Donc, d'avoir des outils qui viennent soutenir les environnements. Un peu quand on parlait tout à l'heure des rampes, les premières journées,
les gens ne savaient pas comment les utiliser. Il y a eu des codes, des codes du bâtiment qui maintenant aident et guident les constructeurs. Mais on pense qu'on peut aller dans la même façon soutenir les milieux, les environnements, en ayant des outils ou en ayant des stratégies ou en ayant, je pourrais dire, des codes ou des genres de critères qui pourraient soutenir l'accès à l'information ou dans ce que tu fais, ça peut être l'accès à l'art. Donc, d'avoir des façons où on rend le milieu plus inclusif. Des structures, dans le fond, qu'on met en place pour que ça se passe plus facilement? Oui, des outils Des que outils. je nommerais, moi. On est en train de développer avec des partenaires, on essaie d'améliorer notre guide qu'on avait développé. On essaie Un guide de rédaction. Un guide de rédaction. Là, on va l'élargir parce que la réalité numérique est tellement là qu'on va voir comment augmenter l'accès à du contenu plus numérique, même l'accès à une communication orale. On sait comment il y a de transactions qui se font de façon orale. Un médecin avec le patient, une infirmière, que ce soit une enseignante avec le parent. Comment je communique pour m'assurer que je communique clairement avec la personne? Parce qu'on a nos jargons, on a notre façon de faire. Donc, on est en train de travailler sur quelque chose. Je ne sais pas si ça va être bon, mais en tout cas, on travaille très, très fort. Mais déjà d'y penser et de faire les efforts pour ça. Oui. Et on parlait hors d'onde d'un projet, d'un journal auquel tu participes aussi, qui donne la voix aux citoyens. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, exactement. Le portail de l'Outaouais qui existe depuis 1 an. Le portail de l'Outaouais, c'est un journal de rue que les personnes vivant en situation d'itinérance vendent. Donc, ils la jettent à 1,50 $, ils le revendent 3 $. Et, bon, la marge de profit, ils la gardent pour eux. Dans ce journal-là, on retrouve des citoyens de tous milieux, économiques, comme je disais tantôt, au niveau de la santé, que ce soit développement personnel. On trouve même des témoignages de personnes, une ancienne prostituée dans certains, un ancien toxicomane, ou même encore un alcoolique actif. Donc, tout le monde qui vit va se sentir inclus en quelque part. Exactement, parce que, oui, les gens s'expriment librement là-dedans, des choses dont ils ont envie de parler pour qu'on puisse s'outiller les uns les autres. Et, bon, c'est vendu à tout public. Et c'est vendu par des personnes dans le besoin qui, déjà là, se mettent en marge de communiquer, de dire, bien, voici ce qu'on fait, voici ce qui est, et eux-mêmes ont en leur possession aussi une information plus vulgarisée, si on veut. Parce que c'est eux-mêmes qui écrivent dans leurs propres mots, c'est ça? Bien, c'est pas juste ceux-là, c'est pas juste les personnes vivant en situation d'itinérance, c'est de tout milieu, mais ils écrivent exactement dans leurs propres mots et dans un langage qu'on tente le plus possible d'être le moins scientifique. Et qui reste accessible à toute la communauté, à tout le public, pour justement un peu s'affranchir de ces ponts-là entre une personne vivant en situation d'itinérance et une personne éduquée ou fortunée. Donc, on tend pour un contenu universel ici, c'est ça, dans le fond, quand on parle d'universalité? Exactement. Un langage clair et simple qui appelle, si on sortait en grands mots, là. Donc, d'avoir un langage clair et simple qui fait qu'on élimine les jargons, ou du moins, si on les utilise, on va les expliquer. Donc, c'est pas de bannir l'information, parce que il y a quelques critiques à l'effet... on simplifie trop les choses. On simplifie trop les choses, on fait du nivellement par le bas, des choses comme ça. Mais c'est pas ça la volonté. C'est pas la volonté. On peut garder des termes, mais si on les utilise, on va les expliquer. Mais c'est sûr que pour une information partagée, même nous, quand on lit un texte ou qu'on écoute une information, c'est intéressant qu'on est capable d'y faire référence parce qu'on la comprend facilement. Ouais. Donc, pour avoir une information qu'on comprend facilement pour être capable de l'intégrer et être capable de l'utiliser. Donc, c'est l'objectif. L'objectif, c'est que la personne ait accès à une information qu'elle va être capable d'utiliser, qu'elle va être capable d'intégrer dans sa vie de tous les jours si elle en a de besoin. Je pense que c'est des facteurs importants, ça, pouvoir se l'approprier pour l'utiliser après. Dans la pratique que tu as aussi, dans les projets qui t'animent, c'est présent. Oui, tout à fait. Comme le projet du documentaire Plein feu sur Gatineau qui est en marche présentement. Donc, c'est de monter un documentaire long métrage sur les organisations culturelles de la ville. Mais tout secteur confondu. Donc, on part de l'art visuel, on va aux arts de la scène, on va aussi dans les métiers d'art. Là, on se retrouve avec des participants et des organisations qui sont de tout milieu, de toute ethnie,
également. Donc, il faut s'adapter dans le contenu, avoir des traducteurs, avoir des interprètes, parce que on veut les laisser pouvoir s'exprimer dans leur langue, mais que ça reste accessible au grand public. Et le but de ce documentaire-là, ultimement, c'est quoi? Bien, ultimement, c'est de vraiment donner une vision colorée de notre ville, de faire valoir toute la richesse qu'on a, de la rendre accessible plutôt qu'on soit toujours en train de chercher dans les bas-fonds de notre ville. Qu'est-ce qui peut bien exister ici? Bon, voilà, il y a déjà tout ça et c'est déjà peu parce que sinon on ferait 3-4 volumes de documentaires. Mais donc, de rendre ça accessible au grand public. Donc, c'est d'en faire un document qui va être autant utile pour la ville, pour les écoles, et qui va pouvoir être étudié, emprunté à la bibliothèque. Et où les gens vont se reconnaître, finalement. Vont se reconnaître et s'identifier. Et là, c'est là qu'on tombe à l'oral, on tombe au visuel, on se dit, bien ça, c'est chez nous. On n'a pas besoin de sortir les grands mots. Voici ce qui se fait par la chanson, par la danse, par la peinture, et les organismes communautaires qui travaillent avec les personnes fragilisées aussi, passant par les arts, pour rendre le mieux-être à sa clientèle. Donc, le mieux-être, justement, que les citoyens se sentent bien, ils vont pouvoir mieux participer et se sentir un peu plus inclus. C'est vrai, ça aussi, hein? Parce que dans les enquêtes internationales, quand ils ont utilisé, ils se rendaient compte que les personnes avec de la littératie, c'est des personnes qui s'engagent moins. OK. Donc, notre but, c'est qu'ils s'engagent plus et on va aller les chercher où ils sont. Ça. Je vous remercie beaucoup, madame. C'était fort intéressant. Merci. Nous avons appris un peu plus d'informations aujourd'hui sur la littératie et l'inclusion et tous les enjeux que ça pose au quotidien. Donc, quels défis les citoyens rencontrent dans les différents accès à l'information. Mais par chance, il y a des gens qui se penchent sur le sujet, soit dans la pratique artistique, culturelle et dans la recherche pour faciliter les choses. Merci d'avoir été avec nous.